Mes parents ont tenté de me voler 500 000 euros. Mon héritage. L'argent que mon grand-père m'avait laissé. Il voulait tout donner à ma sœur Manon, l'enfant soleil, la préférée, celle qui méritait tout. Il pensait que j'allais céder, comme j'ai toujours cédé. Il pensait que j'étais raisonnable. Il pensait que j'étais faible. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon grand-père, Papy Hervé, avait vu clair en eux. Il avait vu leur avidité, leur injustice. Et il avait laissé un piège pour eux. Une clause secrète, cachée dans les termes juridiques de son testament, une bombe à retardement conçue pour un seul but, détruire leur plan et exposer leur véritable nature. Bonjour à tous. Avant de plonger dans les détails de cette trahison familiale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle heure il est chez vous en ce moment. J'ai l'impression que nous sommes nombreux à avoir vécu ce genre d'histoire, et j'aimerais savoir jusqu'où mon témoignage voyage. Mettez-le dans les commentaires, et commençons. Je m'appelle Aurore, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je vis à Clermont-Ferrand. J'ai un bon travail, je suis responsable des achats dans une entreprise industrielle. C'est un métier qui demande de la rigueur, de l'analyse, et de ne jamais se laisser emporter par l'émotion. J'ai construit cette vie, brique par brique, dans le seul but de m'éloigner de ma famille. De m'éloigner de Limoges, la ville de mon enfance. Parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu de justice. Il y avait deux règles, celle qui s'appliquait à moi, et celle, inexistante, qui s'appliquait à ma sœur cadette, Manon. Manon a 3 ans de moins que moi. Depuis le jour de sa naissance, elle a été le centre de l'univers de mes parents, Bertrand et Valérie. J'ai été reléguée au rôle de l'ombre, de l'aînée, de celle qui doit comprendre. Mon 7e anniversaire est le premier souvenir de cette injustice. Je m'en souviens avec une clarté douloureuse. Je me souviens de l'odeur de la cuisine ce jour-là. Il n'y avait pas d'odeur de gâteau. Maman est rentrée de l'Intermarché avec un gâteau sous plastique, un carré jaune pâle qui sentait la vanilline de synthèse. Elle l'a posé sur la table. Pas d'amis invités. Pas de ballon. Juste mes parents, l'air fatigués. Maman a allumé cette bougie. Fais un vœu, Aurore. Sa voix était plate. J'ai soufflé. Et la seule lumière dans la pièce a disparu. 3 ans plus tard, Manon fêtait ses 4 ans. La maison était méconnaissable. Mes parents avaient économisé pendant des mois. Ils avaient loué les services d'une société d'événements. Le jardin était transformé. Il y avait un immense château gonflable qui touchait presque les branches du vieux chêne. Une machine à barbe à papa tournait dans un coin, empestant l'air d'une odeur de sucre brûlé. Il y avait même un animateur déguisé en clown. J'ai compté plus de 20 enfants de notre quartier. Mon père, Bertrand, avait loué un caméscope pour l'occasion. Il a utilisé une cassette entière de 2 heures, filmant chaque rire, chaque saut de Manon. J'étais assise sur les marches du perron. Invisible. J'ai fini par tirer sur la manche de ma mère. Maman, pourquoi moi, je n'ai pas eu une fête comme ça? Elle m'a regardée, surprise, comme si ma question était absurde. Elle a ri. Un petit rire gêné. Oh, mais toi, Aurore, tu es grande, a-t-elle gloussé. Tu es raisonnable. Tu comprends, toi. Manon est encore si petite, si sensible. Elle a besoin de ça. Raisonnable. Ce mot est devenu ma malédiction. Être raisonnable, cela voulait dire ne rien désirer. Être raisonnable, cela voulait dire voir mes besoins s'effacer devant les caprices de Manon. J'ai économisé mon argent de poche pendant une année entière pour m'acheter une paire de rollers. 1 an de privation. Le jour où je les ai eus, je me sentais invincible. Je les ai mis dans le salon pour les essayer. Manon m'a vu. Elle a pointé son petit doigt potelé. Elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de convoitise. Le soir même, mon père est rentré du travail avec une grande boîte. Il l'a tendue à Manon. Une paire de rollers neufs. Les mêmes que les miens, mais en rose, avec des paillettes. Ils coûtaient le double. Ce n'est pas juste, ai-je crié, les larmes me montant aux yeux pour de bon. Ma mère a pris son air le plus fatigué.
Aurore, voyons. Tu es l'aînée. Tu dois donner l'exemple. Tu dois céder. Tu es raisonnable, point. J'ai appris à ravaler ma colère. Je l'ai avalée comme un médicament amer, jour après jour. Mais l'amertume, elle, ne disparaît jamais. Elle ne se dissout pas. Elle se tasse au fond de l'estomac. Elle durcit. Elle devient une pierre froide. Elle attend. Et la mienne a attendu patiemment pendant plus de 20 ans. Puisque je ne pouvais pas être aimée pour ce que j'étais, j'ai décidé que je serais reconnue pour ce que je faisais. L'adolescence est devenue mon champ de bataille. J'ai décidé de devenir si bonne, si parfaite, qu'il ne pourrait plus m'ignorer. J'ai tout misé sur l'école, sur le sport, sur tout ce qui pouvait me donner une étiquette autre que l'aînée raisonnable. Au lycée, je me suis lancée à corps perdu dans le volley-ball. L'entraînement était brutal. Je rentrais couverte de bleu, les genoux écorchés. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment s'était passé un match. En classe de première, j'ai été élue capitaine de l'équipe. C'était la première fois que je me sentais fière de quelque chose. Nous avons atteint la finale régionale. C'était l'événement de l'année au lycée. Le gymnase était bondé, l'air était électrique, vibrant des cris et des encouragements. J'ai joué le match de ma vie. Nous étions menés. J'ai marqué le point de la victoire. Un smash qui a fait trembler le sol. Mes coéquipières m'ont sauté dessus, m'ont porté en triomphe. J'ai pleuré de joie. J'ai cherché des yeux dans les gradins, à l'endroit exact où j'avais dit à mes parents que je serais. Les sièges étaient vides. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, ma médaille de capitaine autour du cou, la maison était silencieuse. J'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. Manon avait envie de crêpes. On est parti à la crêperie. Ne nous attends pas, maman. Pas un mot sur le match. Pas un « bonne chance ». Ils avaient oublié. J'ai enlevé ma médaille. Je l'ai jetée au fond de mon tiroir de bureau. Je ne l'ai jamais ressortie. L'ironie, c'est que pendant que mes victoires étaient invisibles, les moindres soubresauts de Manon étaient célébrés comme des événements nationaux. Un soir, elle est revenue de l'école, toute excitée. Elle avait eu 11 sur 20 en mathématiques. Un C+ passable. Elle qui, d'habitude, frôlait le 8 de moyenne. Mon père, Bertrand, a regardé son bulletin comme si c'était un diplôme de Polytechnique. Valérie, a-t-il crié. Viens voir. Manon a eu 11 en maths. C'est génial. Ce soir-là, il l'a emmenée dîner chez le Chinois, le restaurant des grandes occasions. Il a même fait encadrer le bulletin de notes. Je n'invente rien. Il l'a accroché dans le couloir, à côté de sa photo de classe. Tu vois, Aurore, m'a-t-il dit plus tard, en me donnant une tape dans le dos, ta sœur, elle a enfin trouvé son truc. Les chiffres. Tu devrais prendre exemple sur elle. Apprends à te détendre un peu, à profiter de la vie. Tu es toujours si sérieuse. À ce moment précis, j'avais dans la poche de mon jean la lettre que j'avais reçue le matin même. La lettre d'acceptation de ma classe préparatoire. Une des prépas les plus prestigieuses et les plus difficiles de la région. J'avais travaillé comme une forcenée pendant 2 ans pour l'obtenir. Je la sentais, le papier brûlait contre ma cuisse. Mais je n'ai rien dit. J'ai regardé le bulletin encadré de Manon, j'ai regardé le visage fier de mon père, et j'ai su. J'ai su que ça ne servait à rien. J'ai laissé la lettre dans ma poche. Honnêtement, dites-moi. Que auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez sorti la lettre, en hurlant « Et ça, ce n'est rien peut-être » Ou est-ce que vous auriez fait comme moi, compris que c'était une bataille perdue d'avance? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si j'étais la seule à ressentir ça. J'ai compris ce jour-là. Mon objectif n'était plus de les impressionner. Mon objectif était de m'enfuir. La classe préparatoire, l'école de commerce, ce n'était plus des trophées. C'était mon plan d'évasion. Chaque équation que je résolvais, chaque dissertation que je rendais, était un barreau de plus que je sciais à la prison de cette maison. Je pensais que la distance géographique, mon déménagement à Clermont-Ferrand, serait la fin de l'histoire. Que je pourrais enfin respirer. J'étais tellement naïve. La vraie bataille, la plus sale,
n'avait même pas encore commencé. La classe préparatoire a été un enfer. 2 années de travail acharné, de nuits blanches, de pression constante. Mais c'était un enfer que j'avais choisi. C'était mon tunnel. Et je savais qu'il y avait une lumière au bout. Mes parents, eux, n'ont rien vu. Pour eux, j'étais juste partie étudier. Ils n'ont jamais posé de questions sur mes notes, mes concours. J'ai intégré une grande école de commerce. Une de celles qui vous ouvre les portes d'une carrière. Mais pour y entrer, il fallait un garant. Une signature parentale pour le prêt étudiant et le logement. Ce fut ma première confrontation administrative avec leur indifférence. « Papa, j'ai besoin que tu signes les papiers pour le garant, lui ai-je dit au téléphone. « Oui, oui, envoie-les, a-t-il dit, distraitement. Je pouvais l'entendre parler à Manon en même temps. J'ai envoyé les papiers en recommandé. Une semaine est passée. Rien. La date limite approchait. « Papa, tu as reçu les papiers ? » Ah, oui, ils doivent être sur mon bureau. Je m'en occupe. Une autre semaine. J'appelais, je tombais sur le répondeur. Quand j'avais ma mère, elle disait « Oh, ton père est très occupé en ce moment. Manon a son spectacle de danse, tu sais. » J'étais à 2 jours de perdre ma place. J'ai craqué. J'ai appelé en hurlant, en pleurant de rage. Si je ne reçois pas ces papiers demain, je perds tout. Vous comprenez ça ? Tout. Le lendemain, les papiers sont arrivés par Chronopost. Signés. Sans un mot d'excuse. Ils avaient oublié. L'école de commerce, ce fut la solitude. J'étais entourée d'étudiants dont les parents visitaient les campus, les aidaient à emménager, les appelaient tous les jours. Moi, j'ai emménagé seule dans ma chambre de 9 mètres carrés avec 2 valises. Personne n'a appelé pour savoir si j'étais bien arrivée. Cette solitude, ce sentiment d'être seule au monde, a commencé à me ronger. La pression de la classe prépa avait été remplacée par la pression de l'excellence. Je devais réussir. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais personne pour me rattraper si je tombais. Alors j'ai travaillé. Plus que tout le monde. Je prenais des cours supplémentaires. Je faisais des stages non rémunérés pour avoir un meilleur CV. Je dormais 4 heures par nuit. Et un jour, mon corps a dit « stop ». J'étais en 2e année. En plein cours de finance d'entreprise. Je me souviens du professeur qui parlait de « valorisation des actifs ». Les chiffres dansaient sur le tableau. La voix du professeur est devenue lointaine, comme si elle venait du fond d'un tunnel. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous moi. Je me suis réveillée à l'infirmerie de l'école. Le médecin de l'école m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Martin, a-t-il dit, vous n'êtes pas malade. Vous êtes épuisée. Vous faites un burn-out étudiant. Une crise d'angoisse doublée d'une carence totale. J'ai fait une syncope. En plein cours. L'école m'a obligée à voir le psychologue du campus. J'y suis allée à contre-cœur. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas sensible, comme Manon. Je me suis assise en face de cet homme, un type doux avec une barbe poivre et sel. J'ai refusé de parler pendant 10 minutes. Finalement, il a dit, « Aurore, vous n'êtes pas obligée de tout porter toute seule. Avez-vous parlé à votre famille de cette pression ?» J'ai éclaté de rire. Un rire sec, hystérique. Ma famille ? Ils ne savent même pas en quelle année je suis. Et là, j'ai tout déballé. 30 ans de colère, de frustration, d'injustice. L'anniversaire, les rollers, le match de volley, la lettre de prépa cachée, les papiers du garant. J'ai parlé pendant 1 heure sans m'arrêter. Quand j'ai eu fini, j'étais vidée. Il m'a regardé calmement. « Aurore, ce que vous me décrivez, a-t-il dit, cela a un nom. C'est de la négligence émotionnelle. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous êtes en mode survie depuis votre enfance. Négligence émotionnelle. » Ces mots ont été une révélation. Ce n'était pas moi le problème. Ce n'était pas moi qui étais trop sérieuse, pas assez détendue. Peu était le problème. Cette thérapie a sauvé ma vie. Elle ne m'a pas guéri de ma colère, mais elle m'a appris à la canaliser.
Elle m'a appris à construire ma propre valeur, sans attendre leur validation. J'ai compris que je ne pouvais pas les changer. Mais je pouvais changer la façon dont je les laissais m'affecter. J'ai décidé de construire une forteresse. Une vie si solide, si indépendante, qu'il n'aurait plus jamais de prise sur moi. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai choisi mon premier poste à Clermont-Ferrand. À 3 heures de route de Limoges. Assez loin pour être libre. Pas assez loin, devais-je découvrir, pour être en sécurité. Ma vie à Clermont-Ferrand était une respiration. J'avais trouvé cet appartement lumineux, mon sanctuaire. Et j'avais ce travail. Responsable des achats. Certains trouvent ça ennuyeux. Moi, j'adorais ça. J'adorais analyser les chiffres, négocier des contrats, être en contrôle. C'était l'antithèse de mon enfance. Dans mon travail, si j'étais bonne, j'étais récompensée. Si j'avais des faits, des chiffres, je gagnais. Il n'y avait pas de sensibilité ou de favoritisme. Juste des résultats. J'avais construit ma forteresse. Et j'avais établi des règles. La règle principale, ma famille restait à Limoges. Bien sûr, il y avait l'appel du dimanche soir. La corvée, comme je l'appelais. C'était mon seul contact. L'appel suivait toujours le même rituel. Bonjour maman, ça va? Oui, ça va. Le travail? Ça va. Il pleut. Ici aussi. Un silence. Toujours ce silence. Puis, inévitablement, la voix de ma mère s'illuminait. Ah! Tu ne devineras jamais. Manon a commencé un nouveau projet. Et pendant les 10 minutes suivantes, j'avais droit au rapport Manon. Manon avait commencé la poterie. Manon avait décidé de créer des bijoux. Manon avait un nouveau petit ami. Manon, qui avait maintenant 27 ans, vivait toujours chez eux, ne travaillait qu'à mi-temps dans une épicerie fine, et passait d'un projet passion à un autre. Tous financés par papa et maman. Je n'écoutais qu'à moitié. Je disais MHMH, ah oui, c'est bien. J'attendais que ça se termine. J'avais accepté cette dynamique. J'étais le satellite froid et ennuyeux de leur étoile Manon. Cela ne me faisait plus mal. C'était juste un fait. J'ai gravi les échelons dans mon entreprise. J'ai été promu. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. J'ai acheté mon appartement. Je n'ai appelé mes parents qu'après la signature. Ah, c'est bien, m'a dit mon père. Combien de mètres carrés? Ah. C'est petit. Tu sais, Manon pense acheter une maison. On regarde pour elle. J'ai raccroché. J'ai regardé mes murs. Mon chez moi. Et j'ai souri. Je m'en fichais. Puis, un mardi matin de novembre, ma forteresse s'est fissurée. J'étais en pleine réunion budgétaire. Mon téléphone, en mode silencieux, s'est mis à vibrer sur la table. C'était ma tante Marielle, la sœur de ma mère. Elle n'appelle jamais. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. J'ai quitté la réunion. Aurore? Sa voix était brisée par les sanglots. C'est Papy Hervé. Il est parti cette nuit. Ton père vient de me le dire. Une crise cardiaque. Dans son sommeil. Le sol s'est dérobé. Papy Hervé. Le père de mon père. Un homme taiseux, un homme que je ne voyais que lors des fêtes de famille. Mais il était le seul. Le seul qui m'ait jamais vraiment vu. Je me suis souvenu de ce jour, quand j'avais reçu ma lettre d'admission en classe prépa. Celle que je n'avais pas montrée à mes parents. Je l'avais montrée à Papy Hervé, lors d'un dîner dominical. Il l'avait lue. Il n'avait rien dit. Il était juste allé dans son bureau. Il était revenu et m'avait glissé une enveloppe. Pour tes livres, avait-il grogné. À l'intérieur, il y avait 500 €. Et un petit mot, écrit sur un papier à en-tête de son ancienne entreprise de BTP. Ne laisse personne te dire que tu ne le mérites pas. J'avais gardé ce mot. Je l'avais toujours dans mon portefeuille. Et maintenant, il était parti. L'enterrement à Limoges était une épreuve. Le froid, le gris. L'hypocrisie.
Ma mère, Valérie, passait son temps à consoler Manon, qui pleurait à chaudes larmes. Mon père, Bertrand, serrait des mains, l'air grave, presque important. Il aimait être au centre de l'attention, même dans le deuil. J'ai regardé Papy Hervé dans son cercueil. J'ai senti une vague de solitude pure m'envahir. Le seul homme de cette famille qui m'avait reconnu n'était plus là. Je pensais que ce serait la fin. Un enterrement. Des formalités. Et je retournerais à ma vie. Une semaine plus tard, le notaire de Papy, maître Pagnol, nous a tous convoqués. Mes parents. Manon. Moi. Je m'y suis rendue par obligation. Je ne m'attendais à rien. Je ne savais pas que la lecture d'un testament pouvait être le premier coup de feu tiré dans une guerre que je n'avais pas vu venir. Le bureau de maître Pagnol était au centre de Limoges. Un de ces vieux immeubles bourgeois, avec des plafonds hauts et des parquets qui craquent. L'air sentait le bois ciré, le vieux papier et le café-filtre. L'ambiance était lourde. Nous étions assis en randonnion. Mon père, Bertrand, l'air solennel, comme s'il était le personnage principal. Ma mère, Valérie, nerveuse, tapotant son sac à main. Manon, à côté d'elle, l'air perdu, regardant son téléphone sous la table. Et moi, au bout, me demandant quand je pourrais partir pour reprendre la 89 vers Clermont-Ferrand. Maître Pagnol a ajusté ses petites lunettes rondes. Merci d'être venu en ces temps difficiles. Votre père, Hervé Martin, était un homme prévoyant et méticuleux. Il a commencé par le jargon juridique habituel. Il a listé les biens, l'appartement, quelques terrains. Puis il est arrivé au cœur du sujet, les liquidités, les placements. Hervé Martin a été très clair dans ses dernières volontés, commença-t-il, prenant une nouvelle feuille. Après quelques legs spécifiques à des œuvres de charité. Il a fait une pause. Il divise l'intégralité de son patrimoine financier restant, évalué à ce jour à 1 500 000 €, en parts égales entre ses 3 petits-enfants. Mon cousin, le fils de ma tante, était mentionné. Et puis, une part, soit la somme de 500 000 €, est léguée à sa petite-fille, Aurore Martin. Une part, soit la somme de 500 000 €, est léguée à sa petite-fille, Manon Martin. Le silence. Un silence de mort. Plus lourd encore que celui de l'enterrement. 500 000 €. Le chiffre a explosé dans mon cerveau. Ce n'était pas l'argent. C'était le mot de Papy. Tu le mérites. C'était la validation ultime. Une validation à 1 demi-million d'euros. Il m'avait vu. Il m'avait reconnu. Il m'avait mise sur un pied d'égalité totale avec Manon. J'ai osé lever les yeux. Ma mère avait arrêté de respirer. Sa main était crispée sur son sac. Mon père. Mon père ne me regardait pas. Il ne regardait pas Manon. Il fixait maître Pagnol, sa mâchoire si serrée que ses tempes battaient. Il n'avait pas l'air heureux. Il n'avait pas l'air triste. Il avait l'air furieux. La fin de la réunion fut glaciale. Maître Pagnol nous a serré la main. Mes parents se sont levés comme des automates. Sur le parking, mon père a attrapé le bras de Manon. Monte dans la voiture. On rentre. Il ne m'a pas adressé un regard. Pas un mot. J'ai conduit les 3 heures de retour vers Clermont-Ferrand comme dans un rêve. La pluie avait cessé. Un soleil d'hiver perçait les nuages. J'ai mis la musique à fond. J'ai pleuré. De reconnaissance, de soulagement. Je me sentais légère. Je me sentais riche. Pas riche d'argent, mais riche d'être reconnue. Je suis rentrée chez moi. Mon sanctuaire. J'ai commandé des sushis, mes préférés, ceux que je ne prenais jamais. J'ai ouvert une bonne bouteille de vin. J'ai porté un toast à Papy Hervé, à sa photo que j'avais sur mon bureau. À 9 h du soir, j'étais en pyjama, prête à savourer le début de ma nouvelle vie. C'est là que la sonnette a retenti. Un son strident, agressif, qui n'avait rien à faire dans ma soirée. J'ai regardé par l'œilleton. Mon sang s'est glacé. Mon père et ma mère. Sur mon paillasson. J'ai regardé l'horloge. 9 h du soir. J'habite à Clermont-Ferrand. Eux, à Limoges. C'est 3 heures de route.
Ils n'ont pas appelé. Ils n'ont pas prévenu. Ils ont dû quitter le parking du notaire, rentrer chez eux, bouillir de rage, et sauter dans leur voiture. Ils avaient conduit 3 heures, dans la nuit, sur l'autoroute A89, avec cette colère qui grandissait en eux. La sonnette a retenti à nouveau. Plus longue. Impatiente. J'ai ouvert la porte. Ma mère, Valérie, est entrée comme une flèche, l'air pincé, sans me regarder. Mon père, Bertrand, m'a presque bousculé. Il a traversé mon entrée, il est entré dans mon salon ma forteresse et il s'est assis dans mon fauteuil. Mon fauteuil. Sans y être invité. On doit parler, a-t-il commencé, sa voix grave. On doit parler de l'argent de Manon. L'air de mon appartement a changé en une seconde. Ils avaient ramené l'odeur de Limoges avec eux. Cette odeur de conflit étouffé, de reproches silencieux, de tension familiale. Mon père était assis dans mon fauteuil, les jambes croisées, comme un propriétaire. Ma mère se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, regardant la nuit. L'argent de Manon, ai-je répété, en fermant la porte. Ma voix était dangereusement calme. Je pense que tu veux dire l'argent que papy Hervé lui a légué. Tout comme il m'a légué le mien. Mon père a eu un petit rire sec. Un son qui m'a toujours glacé le sang. Ne joue pas sur les mots, Aurore. Tu sais très bien de quoi je parle. Ma mère s'est retournée. C'était l'heure de la police douce. Sa spécialité. Aurore, chérie, commença-t-elle, sa voix mielleuse. Tu sais que ta sœur est fragile. Ce petit travail à l'épicerie, ce n'est pas une vie. Elle traverse une période si difficile en ce moment. Quelle période difficile, ai-je demandé, croisant les bras. Son cours de poterie s'est mal passé? Le visage de ma mère s'est durci. Ne sois pas cynique. Cela ne te va pas. Elle a besoin d'un vrai coup de pouce. D'un vrai départ dans la vie. Mon père a repris la parole, plus direct. Tu as un bon travail. Un poste de cadre. Tu as cet appartement. Tu n'as pas besoin de cet argent. Manon, si. Le silence s'est installé. Un silence lourd, épais. Je les regardais. L'un après l'autre. L'énormité de leur demande était si monstrueuse qu'elle me donnait la nausée. Allez-y, ai-je dit. Dites-le. Dites la phrase que vous avez répétée pendant 3 heures de route. Mon père s'est penché en avant. Son regard était dur. Nous pensons que ce serait la chose juste à faire. La seule chose raisonnable. Que tu donnes ta part à Manon. 500 000 euros. Ça, plus sa part, ça lui fait 1 million. De quoi être à l'abri. De quoi vraiment lancer sa vie. Raisonnable. Le mot. Le mot-clé. Le mot qu'ils utilisaient pour me faire taire, pour m'effacer. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un son sec, presque un aboiement, qui venait du plus profond de moi. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Aurore. S'il te plaît. Pense à ta sœur. Sois l'aînée. Sois raisonnable. C'est ta famille qui te le demande. Non, ai-je répété, plus fort. J'ai passé 30 ans à être raisonnable. J'ai passé 30 ans à céder, à m'effacer, à comprendre. C'est terminé. Mais c'est ta sœur, s'est écriée ma mère, les larmes aux yeux. Et alors? C'est l'argent de papy. C'est mon argent. Il l'a décidé. C'est là que mon père s'est levé. D'un coup. Le masque du père inquiet est tombé. Le tyran est apparu. Ingrate, a-t-il hurlé, son visage devenant rouge. Tu n'es qu'une sale petite ingrate égoïste. Il s'est approché de moi. Tu ne te souviens pas qui t'a nourri? Qui a payé tes études? Qui a payé tes appareils dentaires? C'est moi qui ai payé mes études après la première année, avec ma bourse et mon job étudiant, ai-je crié en retour, la rage de 20 ans explosant enfin. C'est moi qui ai acheté cet appartement. C'est mon argent. Vous n'avez aucun droit dessus. Nous sommes tes parents, a-t-il vociféré. Nous avons le droit de te dire quand tu te comportes comme une pourrie gâtée. Il était à 10 centimètres de mon visage.
Je vais te le dire une dernière fois, Aurore. Soit tu signes les papiers pour transférer cet argent à ta sœur, soit tu n'as plus de famille. Tu m'entends? Tu ne m'appelles plus jamais, papa, point. J'ai regardé cet homme. Cet étranger furieux. D'accord, ai-je dit, ma voix soudainement calme. Si c'est le prix à payer. Alors je n'ai plus de famille. Ils sont partis en claquant la porte. Le claquement a fait vibrer les murs. 3 jours plus tard, la lettre de maître Pagnol est arrivée. Mon père contestait officiellement le testament pour « diminution des capacités mentales » de Papy Hervé. Mais ce n'était pas le pire. L'attaque la plus vicieuse est arrivée le lendemain. À mon travail. Mon patron, Philippe, m'a demandé de venir dans son bureau. Philippe est un homme droit, un ingénieur. Il n'aime pas les histoires. Il avait l'air embarrassé. Aurore, fermez la porte. Asseyez-vous. Mon sang s'est glacé. Écoutez, commença-t-il. C'est extrêmement délicat. J'ai reçu un appel ce matin. Un appel? Amical, point. De qui? De monsieur Bertrand Martin. De votre père. J'ai failli vomir. Quoi? Oui. Vous savez qu'il est le courtier en assurance de l'usine. Il gère tous nos contrats. C'est un fournisseur important. Je sais, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure. Il m'a appelé, continua Philippe, mal à l'aise, pour me parler de vous. Il m'a dit qu'il s'inquiétait, pour vous. Il s'inquiétait? Oui. Il m'a dit que vous étiez au milieu d'un conflit familial très intense. D'une dépression nerveuse, je crois qu'il a dit. J'ai arrêté de respirer. Il m'a dit que vous harceliez votre sœur pour une histoire d'argent. Que vous n'étiez plus vous-même. Et il a, amicalement, suggéré. Il a suggéré que vous étiez peut-être trop émotionnellement instable en ce moment pour gérer le budget des achats de l'entreprise. Il a mentionné le renouvellement prochain de notre contrat d'assurance flotte, dans la même phrase. Le silence. Un chantage. Il n'utilisait pas seulement son pouvoir de père. Il utilisait son pouvoir professionnel. Il me menaçait de me faire perdre mon travail. Ma crédibilité. Mon indépendance. Ma forteresse. Philippe, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. C'est un mensonge. C'est lui qui essaie de me voler. Je vous crois, Aurore, dit-il doucement. Mais vous comprenez le problème. Il a planté une graine. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu peur. Vraiment peur. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro de Limoges que je ne reconnaissais pas. C'était ma grand-mère. Odile. Sa voix était froide comme l'acier. Aurore. Viens à Limoges. Maintenant. N'appelle personne. Surtout pas tes parents. Viens tout de suite à la maison. Et elle a raccroché. La route de Clermont-Ferrand à Limoges m'a semblé durer une éternité. Les 3 heures de trajet sur la 89 étaient un brouillard de colère, de peur et de confusion. Cette fois, je ne pleurais pas. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans une rage froide. L'attaque de mon père sur ma carrière avait franchi une ligne. Ce n'était plus un drame familial, c'était une déclaration de guerre totale. Je suis arrivé à la maison de ville de ma grand-mère, à Limoges, en début d'après-midi. C'était la maison où mon père avait grandi. Ma grand-mère, Odile, m'attendait. C'est une femme petite, que j'ai toujours connue comme étant silencieuse, s'effaçant derrière son mari, Papy Hervé, et plus tard, derrière son fils, mon père. Mais la femme qui m'a ouvert la porte ce jour-là n'était pas l'ombre que je connaissais. Elle avait 80 ans passés, mais ses yeux bleus étaient perçants. Elle ne semblait pas triste. Elle semblait furieuse. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle m'a fait signe d'entrer et m'a conduite directement à la cuisine. Assieds-toi, m'a-t-elle ordonné. Elle m'a servi un café noir, puis s'est assise en face de moi. Elle a posé une petite clé USB sur la table en chêne. Ton père est un imbécile, a-t-elle dit, sans préambule. Un imbécile arrogant et cupide. J'étais tellement choquée que je n'ai rien trouvé à répondre. Tu penses que ton grand-père ne le savait pas, continua-t-elle.
Tu penses qu'Hervé ne connaissait pas son propre fils? Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Il y a 5 ans, ton père est venu voir ton grand-père. En privé. Tu venais d'être promu dans ton entreprise. Manon, elle, venait d'abandonner sa 3e année d'université. Ton père a suggéré à Hervé qu'il serait équitable de revoir son testament. De te laisser moins, puisque tu étais déjà lancé, et de tout donner à Manon, qui était si fragile et sensible. Point. Je sentais la nausée monter. Et papy Hervé, ai-je murmuré. Il l'a mis dehors, dit Odile avec un sourire mince. Mais il a compris. Il a compris que Bertrand essaierait quelque chose après sa mort. Elle s'est rassise. Alors, ton grand-père a fait quelque chose de très intelligent. Il a organisé une nouvelle réunion. Avec Maître Pagnol. Et il a insisté pour que ton père soit là. En tant que futur exécuteur potentiel du testament. Elle a tapoté la clé USB. Ton grand-père aimait la technologie. Il a tout enregistré. La réunion est sur cette clé. Qu'est-ce qu'il y a de si important dessus? La clause, dit Odile, ses yeux brillants d'une lueur triomphante. Ton grand-père a fait ajouter une clause spécifique. Une clause anti-contestation. Elle stipule, en termes très clairs, que si un héritier, ou toute partie liée agissant en leur nom comme un exécuteur venait à contester la distribution des biens tels qu'écrite, cette personne serait non seulement déboutée, mais serait également exclue de tout rôle, bénéfice ou gestion de la succession. J'ai eu le souffle coupé. Et le meilleur, continua ma grand-mère, c'est que sur cet enregistrement, tu verras Maître Pagnol lire cette clause à haute voix. Et tu verras ton père, Bertrand, hocher la tête en disant que c'est parfaitement clair. Point. J'ai regardé la petite clé USB sur la table. C'était une bombe. Il le savait, ai-je dit, abasourdi. Il était au courant du piège. Et il a sauté dedans à pieds joints, en pensant que personne ne le saurait. Il t'a sous-estimé, dit Odile. Et il m'a sous-estimé. Mais surtout, il a sous-estimé son propre père. Je n'ai pas attendu. Je suis sorti sur le perron, mes mains tremblaient en composant le numéro. Maître Pagnol? C'est Aurore Martin. J'ai quelque chose pour vous. Un enregistrement vidéo. Je pense que nous devons organiser une nouvelle réunion. Et cette fois, je veux que tout le monde soit là. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Aurore, dit-il enfin, j'ai l'impression que cette affaire est sur le point de devenir très intéressante. Oh, vous n'imaginez pas à quel point, maître, ai-je répondu, un sourire se dessinant enfin sur mon visage. La guerre n'était pas finie. Mais je venais de recevoir l'arme nucléaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La deuxième réunion dans le bureau de Maître Pagnol était électrique. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père, Bertrand, est entré avec l'arrogance d'un homme persuadé de son bon droit. Il pensait que sa contestation pour incapacité me ferait plier, que j'allais céder sous la pression. Ma mère, Valérie, le suivait, l'air anxieux. Manon était là aussi, traînée de force, visiblement terrifiée et ne comprenant rien à ce qui se passait. Ma grand-mère Odile était assise à côté de moi, droite comme un i. Merci d'être venu, commença Maître Pagnol, son visage impénétrable. Monsieur Martin, vous avez déposé une contestation. J'ai reçu de nouveaux éléments. Mon père a souri, pensant que c'était des éléments en sa faveur. Ah! Et donc? Maître Pagnol n'a pas répondu. Il s'est tourné vers le grand écran de télévision murale, habituellement utilisé pour les présentations immobilières. J'ai ici un enregistrement de la réunion du 15 mars 2018, concernant la modification du testament de Monsieur Hervé Martin. Il a appuyé sur « Play ». L'image de papy Hervé, bien vivant, est apparue. Puis Maître Pagnol, plus jeune. Et mon père, Bertrand, assis à la même place qu'aujourd'hui. Nous avons regardé la scène se dérouler. La lecture de la clause anti-contestation. La voix claire de papy Hervé disant « Je veux être sûr que mes volontés soient respectées sans querelle ». Et puis le moment clé.
Maître Pagnol demandant, Bertrand, en tant qu'exécuteur potentiel, cette clause vous semble-t-elle claire? Et mon père à l'écran, hochant la tête. Parfaitement clair. Pas de contestation. Compris. Le visage de mon père dans le bureau est devenu blanc. D'un blanc cireux. Il a regardé l'écran, puis moi, puis le notaire. C'est illégal, a-t-il balbutié. Vous n'aviez pas le droit de filmer. Au contraire, monsieur, intervint maître Pagnol, sa voix tranchante. Hervé Martin avait parfaitement le droit d'enregistrer ses propres réunions. Votre contestation est non seulement rejetée pour manque de fondement, mais en vertu de la clause que vous avez vous-même approuvée, vous êtes par la présente démis de toute fonction d'exécuteur testamentaire. La succession se poursuivra comme prévu. L'argent m'a été transféré la semaine suivante. Les 500 000 euros. C'était une victoire. Mais la guerre n'était pas finie. La vengeance de mes parents a été immédiate et sournoise. Des appels d'oncles et tantes que je n'avais pas vus depuis 10 ans, m'accusant d'avoir dupé une vieille dame, ma grand-mère Odile, pour voler l'argent de ma pauvre sœur. Mon père et ma mère menaient une campagne de diffamation active à Limoges. Mais le pire n'était pas là. Maître Pagnol m'a rappelé, moi et Manon, pour un rendez-vous privé. Sans vos parents, a-t-il insisté. Manon était nerveuse. Elle n'avait pas dit un mot depuis la réunion. Mesdames, commença le notaire, l'air grave. En examinant les finances de la succession, et suite à la tentative de contestation, j'ai dû creuser un peu plus loin. Particulièrement concernant la situation de mademoiselle Manon. Manon s'est recroquevillée sur sa chaise. Votre père, monsieur Bertrand, avec ses connaissances en assurance et en finance, a créé une structure il y a 7 ans. Une SCI, Société Civile Immobilière à votre nom, Manon. Oui, dit Manon. Pour un appartement? Il a dit que c'était pour m'aider. Oui, dit maître Pagnol. Sauf que cet appartement n'est que la partie visible. Il a injecté des fonds dans cette SCI. Des fonds, dont l'origine est floue. Des commissions, des bonus, qu'il n'a probablement pas déclarés. J'ai senti le froid m'envahir. Je crains, continua le notaire, que le plan de votre père n'ait jamais été de simplement vous donner l'argent, Aurore. Je pense qu'il voulait vous forcer à céder vos 500 000 euros, les ajouter aux millions de Manon, et fusionner le tout dans cette SCI. L'argent aurait été mélangé, nettoyé. Et devinez qui aurait été légalement responsable de toute cette opération? Il a regardé ma sœur. Manon, en tant que gérante unique de la SCI. J'ai regardé Manon. Elle était livide. Maître Pagnol, ai-je demandé, que lui serait-il arrivé? Au mieux, un contrôle fiscal qui l'aurait ruiné à vie. Au pire, mademoiselle Manon, vous seriez aujourd'hui sous enquête pour complicité de fraude fiscale, et potentiellement de blanchiment d'argent. J'ai regardé ma petite sœur. La préférée. L'enfant soleil. Mon père ne la protégeait pas. Il l'utilisait. Il était prêt à la sacrifier pour sauver sa propre mise. Manon a regardé notre père, qui attendait dans le couloir en faisant les 100 pas. Puis elle a fait la seule chose qu'elle savait faire. Elle s'est évanouie. En plein milieu du bureau du notaire. Ce soir-là, elle a sonné à ma porte à Clermont-Ferrand. Avec une seule valise. Elle était là, sur mon paillasson, à Clermont-Ferrand. Pas l'enfant soleil rayonnante de Limoges. Juste Manon. 27 ans, tremblante, les yeux rouges, avec une petite valise à roulettes. L'image était si pathétique qu'elle en était presque comique. Ils m'ont mise à la porte, a-t-elle sangloté quand je l'ai laissée entrer. J'ai fermé la porte. Laisse-moi deviner. Tu as refusé de lui donner accès à tes 500 000 euros. Elle a hoché la tête, s'effondrant sur mon canapé. Papa a dit que j'étais une idiote. Que j'avais tout gâché. Que j'étais une ingrate. Maman pleurait, elle disait que je te ressemblais, que tu m'avais contaminé, point. Je lui ai préparé un thé. Pas par gentillesse. Par curiosité morbide, peut-être. Je voulais voir ce qui se passait quand l'enfant préféré cessait de l'être. Elle a bu, ses mains tremblaient. Pendant 1 heure, elle a parlé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écouté ma sœur. Elle a parlé de la pression.
La pression d'être parfaite. La pression d'être la réussite de la famille, alors qu'elle se sentait comme une ratée. Tu crois que c'était facile, m'a-t-elle dit, sa voix pleine d'une colère que je ne lui connaissais pas. Tu crois que j'aimais ça, qu'on me compare à toi? J'ai failli m'étouffer avec mon propre thé. Quoi? On ne t'a jamais comparé à moi. Tu plaisantes, elle a ri, un rire sans joie. Tout le temps. Oh, Aurore est si intelligente. Aurore est si indépendante. Aurore réussit tout ce qu'elle fait. Et moi? J'étais juste mignonne. J'étais sensible, point. Et puis, elle a lâché la bombe. J'ai toujours été jalouse de toi, Aurore. J'ai secoué la tête. C'est absurde. J'étais la fille invisible. Exactement, c'est-elle écriée. Tu étais invisible, donc tu étais libre. Tu as eu le droit de partir. De faire tes études. De déménager. De construire ta vie. Moi, j'étais leur prisonnière. Chaque fois que j'ai parlé de prendre un appartement, maman pleurait. Chaque fois que je voulais postuler pour un vrai travail, papa disait que ce n'était pas assez bien pour moi. Il ne me protégeait pas, Aurore. Il me gardait en cage. Une jolie cage dorée, mais une cage quand même. Je l'ai regardée. La fille qui avait eu les fêtes d'anniversaire, les rollers roses, les louanges pour un 11 sur 20. Et pour la première fois, je n'ai pas vu une rivale. J'ai vu une victime. Une victime différente de moi, mais une victime quand même. Mon père ne l'avait pas seulement utilisée pour son plan fiscal. Il l'avait élevée pour ça. Il l'avait gardée faible, dépendante et ignorante pour pouvoir la manipuler à sa guise. Je ne suis pas comme toi, a-t-elle pleuré. Je ne sais pas comment me battre. Je ne sais même pas comment payer une facture. Papa s'occupait de tout. Alors, ai-je dit, en m'asseyant à côté d'elle. Tu vas apprendre. La première chose que tu vas faire demain matin, c'est prendre un avocat. Un bon. Pas celui de papa. Et tu vas nettoyer ce merdier de SCI. Et après? Après, ai-je dit, tu vas utiliser tes 500 000 € pour faire ce que tu veux. Vraiment. Je crois que je veux retourner à l'école, dit-elle dans un souffle. Pas pour la poterie. Pour de vrai. Comme toi. Je crois que je veux devenir assistante sociale. Aider les gens qui sont coincés. Mon téléphone a vibré. C'était maman. Je l'ai regardée, puis j'ai appuyé sur le bouton rouge. Manon m'a regardé, les yeux écarquillés. Bienvenue dans le monde réel, Serette, lui ai-je dit. Ça va être dur. Mais au moins, c'est à nous. Le téléphone de Manon a sonné à son tour. C'était maman. Manon a regardé l'écran. Elle a tremblé. Puis, elle a fait quelque chose que je ne l'aurais jamais cru capable de faire. Elle a éteint son téléphone. Peut-être qu'il y avait de l'espoir, après tout. La guerre était finie. Mais que fait un soldat quand la guerre est finie? J'avais 500 000 € sur mon compte. Et une sœur sur mon canapé. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Les mois qui ont suivi ont été étranges. C'était une nouvelle forme de normalité. Avoir Manon chez moi était comme avoir une colocataire. Une colocataire très désordonnée, émotionnellement instable, mais qui essayait. Vraiment. J'ai dû lui apprendre des choses de base, comme faire une machine, lire un contrat de location, ou comment établir un budget. C'était exaspérant. Et, étrangement, c'était gratifiant. Je n'étais plus seulement l'aînée raisonnable, j'étais une ancre. La première chose que j'ai faite avec mes 500 000 €, ce fut un acte purement symbolique. J'ai remboursé l'intégralité de mon prêt étudiant. En un seul clic. J'ai regardé le solde passer de plusieurs dizaines de milliers d'euros à 0 €. J'ai pleuré. Ce n'était pas l'argent de papy. C'était ma propre liberté que je rachetais. La deuxième chose? J'ai payé les frais d'inscription de Manon à l'université de Clermont-Ferrand, en première année de sciences sociales. C'est un prêt, lui ai-je précisé, en lui faisant signer une reconnaissance de dette que j'avais rédigée. Pas un cadeau de papa. Tu me rembourseras quand tu seras assistante sociale et que tu gagneras des millions. Elle a ri.
Un vrai rire. D'accord, la requin des achats. La procédure de Manon contre notre père a été compliquée. L'avocat que je lui avais trouvé était un spécialiste. Il a réussi à la dissocier de la SCI, prouvant qu'elle avait été manipulée et qu'elle n'avait jamais eu conscience des actes de son père. Notre père, Bertrand, a fait l'objet d'une enquête fiscale très approfondie. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je ne voulais pas le savoir. La porte de Limoges était fermée. Et moi ? Mon travail de responsable des achats me semblait soudain, fade. J'étais doué pour ça. J'étais payé pour être raisonnable, pour analyser, pour ne pas avoir d'émotion. Mais ce n'était plus suffisant. L'argent de Papy Hervé était sur mon compte, et il me brûlait les doigts. Pas pour le dépenser. Pour lui donner un sens. J'ai repensé à ma propre thérapie. Aux séances qui m'avaient sauvé de la dépression. J'ai repensé à la confession de Manon. J'ai pensé à tous les enfants raisonnables dans d'autres familles. À tous les enfants soleil piégés dans leur cage dorée. J'ai utilisé une autre partie de l'argent de Papy Hervé. Je me suis inscrite à une formation certifiante de conseillère familiale et de thérapeute systémique. C'était une formation pour adultes, le soir et le week-end. Je travaillais la journée, j'étudiais la nuit. J'étais épuisée. Mais pour la première fois de ma vie, je n'étais plus en mode survie. J'étais en mode construction. 6 mois plus tard, j'ai créé une association, Loi 1901. Une petite structure, juste un bureau loué dans un centre communautaire. Je l'ai appelé « Les Nouveaux Bras ». Un nom un peu cliché, peut-être, mais c'était ce que je ressentais. Un lieu d'écoute, un groupe de parole pour les adultes comme moi. Les oubliés, les raisonnables, les victimes du favoritisme, du contrôle familial, de la négligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai 2 emplois. Le jour, je négocie des contrats d'acier. Le soir, 2 fois par semaine, j'anime mes groupes de parole. Manon, qui est maintenant en 2e année et qui est la première de sa promo, est ma première bénévole. Elle est incroyable avec les gens. Elle a une empathie, une chaleur que je n'aurai jamais. Moi, j'apporte la structure. Elle apporte le cœur. Ma grand-mère Odile est venue de Limoges pour l'inauguration de notre petit local. Elle a regardé le petit panneau « Les Nouveaux Bras ». Elle m'a serré dans ses bras. « Hervé serait si fier de toi », m'a-t-elle murmuré. « Il ne s'est jamais trompé sur toi. Il savait que tu étais la plus forte. » Quant à mes parents, Bertrand et Valérie, je ne les ai pas revus. Ils n'appellent pas. J'ai appris qu'ils avaient vendu la grande maison de Limoges. Peut-être à cause des problèmes fiscaux de mon père. Je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fiche. J'ai établi mes limites. Mon téléphone ne sonne plus en vain. Papy Hervé m'a laissé 500 000 €. Mais son vrai cadeau, ce n'était pas l'argent. C'était la validation. C'était ce petit mot, tu le mérites. Il m'a donné la force de me battre. Il m'a donné les moyens de me reconstruire. Et il m'a appris que la vraie famille, ce n'est pas toujours celle de notre sang. C'est celle que l'on choisit de construire. Le cycle toxique de ma famille, il s'arrête avec moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Pensez-vous que j'ai bien fait de tenir tête à mes parents ? Avez-vous déjà vécu une situation de favoritisme familial, que ce soit en tant qu'enfant oublié, ou, comme Manon, en tant qu'enfant préféré ? Partagez vos propres expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire compte. Votre voix est importante. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits sur la vie, les conflits familiaux, et le pouvoir incroyable de trouver sa propre voix.